Bonjour, dans cette vidéo consacrée aux politiques budgétaires, nous allons aborder les approches classiques et néoclassiques de cette dite politique. Nous allons voir que les classiques, les théories classiques dans leur ensemble, recherchent un effet d'éviction dans les politiques budgétaires. Selon toutes ces théories, il va y avoir un effet d'éviction lorsque l'État va pratiquer des politiques budgétaires. Ce qui signifie rapidement que lorsque l'État va augmenter les dépenses publiques G, il va s'en suivre une baisse de C et de l'investissement. Faisons quelques petites précisions et quelques rappels d'ordre généraux. Tout d'abord, on a vu dans la vidéo précédente consacrée aux approches keynésiennes qu'il existait dans les dépenses de l'État des prestations et des subventions aux ménages et aux entreprises. Le modèle classique, tout du moins celui qu'on va étudier, ne prend pas en compte ces prestations. C'est-à-dire qu'on va supposer tout au long de cette vidéo que les prestations sont égales à 0. Grand P les prestations, et pas P l'inflation. Attention. Ensuite, quelques rappels, petits rappels, que normalement vous devez tous connaître, qui sont impératifs pour comprendre et qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. L'approche classique, c'est un modèle d'offre. On le répète souvent, mais il faut vraiment que ça soit instinctif. L'approche classique est un modèle d'offre, c'est-à-dire que c'est l'équilibre du marché du travail qui va déterminer grand N, le nombre d'emplois. Grand N va déterminer le niveau de production, grand Y, et donc le revenu des ménages. Les ménages vont ensuite répartir leurs revenus disponibles entre la consommation et l'épargne en fonction de la valeur du taux d'intérêt réel petit r. Ensuite, on rappelle qu'on suppose que grand S, que l'épargne est une offre de fonds prêtables. Il n'y a donc pas de thésaurisation. Toute l'épargne des ménages va servir à être prêtée. Elle va être prêtée à d'autres acteurs qui en ont besoin. Il va donc y avoir un équilibre du marché des fonds prêtables. Donc on rappelle que petit r, c'est égal, donc le taux d'intérêt réel, c'est égal au taux d'intérêt nominal, celui indiqué sur le contrat, moins le taux d'inflation estimé. Et on va finalement avoir un taux d'intérêt réel d'équilibre tel que l'offre de fonds prêtables grand S, tel que l'offre de fonds prêtables grand S soit égale à la demande de fonds prêtables I plus G moins T qui correspond au déficit public. Nous avons grand S l'offre et grand I plus G moins T qui correspond à la demande. Et donc la demande globale de l'économie, c'est-à-dire la consommation, l'investissement et les dépenses publiques, vont s'ajuster à l'offre globale. C'est-à-dire que si l'économie a produit 100 de richesses, la demande, il va y avoir 100 de richesses demandées. Et pour modifier cela, il faut augmenter l'offre ou baisser l'offre, et la demande va s'ajuster. C'est l'inverse des keynésiens. Et pour cela, pour comprendre pourquoi, il faut revoir les bouclages qu'il faut connaître par cœur. Et donc on va voir qu'il y a un effet d'éviction, selon les classiques, qui va s'opérer lorsque l'État va mener des politiques budgétaires. Et donc on va voir deux cas d'éviction maintenant tout de suite, dans une première partie, avant de voir des nouvelles hypothèses qui ont été posées et qui vont conduire à trouver un résultat plus ou moins similaire. On va retrouver un effet d'éviction, mais qui va ne plus passer par les mêmes variables. Et donc, dans la théorie de base, dans la théorie classique de base, la première qu'on va voir, là, celle qu'on a vue déjà l'année dernière, on va distinguer deux cas d'éviction. Le premier cas, c'est quand l'État va décider d'augmenter le déficit public, donc G-T, et qu'il va décider de se financer sur le marché des fonds prêtables via l'emprunt. Il va donc laisser se creuser le déficit, puis il va emprunter sur le marché des fonds prêtables en émettant des bons du trésor. Donc voyons voir ce qui se passe quand l'État décide de faire ça.
Donc, représentons cela graphiquement. Ça permet comme ça de bien voir les choses. Et c'est ce que je vous conseille de faire en DST si jamais vous n'arrivez pas à voir quel changement implique quoi. Faites le graphique, faites les changements et vous verrez ce qui change. Si votre graphique est bien fait. Donc les graphiques sont évidemment à maîtriser plutôt bien. Et donc imaginons une première période avec une offre de fonds prêtables, donc grand S, l'offre de fonds prêtables, donc qui est limitée au maximum par YD. Donc on ne peut pas aller plus loin que ce niveau d'offre, puisque les ménages n'ont pas plus à offrir, puisque leur revenu disponible est limité, et il est défini par le marché du travail. Ensuite, nous avons, en période 0, l'État il n'y a pas l'État, là, pour l'instant, il y a seulement des investisseurs privés, des entreprises qui cherchent à se financer. Et donc nous avons cette courbe, cette droite de demande de fonds prêtables, donc qui correspond à l'investissement. Et donc en période 0, quand l'État n'est pas intervenu, on retrouve un prix d'équilibre, un taux d'intérêt d'équilibre. On voit qu'à ce point-là, nous avons I égale S. Là, l'égalité est confirmée, offre égale demande. Et tout ce qui reste, ce qui est en bleu, ça correspond à la consommation. Et ce qui est en orange, ça correspond à l'épargne. Ok. Imaginons maintenant que par la suite, l'État décide, je ne sais pas, de construire un pont. C'est bien, voilà, l'État va construire un pont. Et il lui faut des fonds. Et l'État va se dire, eh bien, j'augmente mes dépenses publiques en construisant ce pont, et je vais me financer en empruntant sur le marché des fonds prêtables. Conséquence logique, puisque la demande de fonds prêtables est égale à I plus G moins T. Si G moins T augmente, l'expression totale va augmenter. Il y aura plus de demandes de fonds prêtables. La courbe va donc se décaler vers la droite. Hop. Voilà. Donc nous avons notre nouvelle courbe qui correspond à I plus G moins T. Et donc là, ce qu'on va noter, on va noter que le taux d'intérêt augmente. Logique, il y a plus de demandes. Donc quand la demande augmente par rapport à l'offre et que l'offre reste inchangée, les prix augmentent. Donc le taux d'intérêt va augmenter. Si le taux d'intérêt augmente, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir dans un premier temps que, voilà, à ce niveau, nous avons non pas I égale S, mais nous avons l'épargne qui est égale à I plus G moins T. Voilà. Nous avons à ce niveau-là I qui est égal à G moins T. Sauf que, si on regarde bien, l'investissement, lui, n'a pas changé. Enfin, la courbe de l'investissement, la demande d'investissement de la part des entreprises n'a pas changé. Ce n'est pas parce que l'État s'est rajouté que leur demande des entreprises a changé. Donc elle reste toujours sur la même courbe. Donc on va regarder ce qu'elle demande comme investissement avec le nouveau taux d'intérêt réel R étoile. Eh bien elle demande ce niveau d'investissement. Donc nous avons la petite partie ici qui correspond à de l'investissement, une plus grande partie qui correspond à G-T, et on a le reste qui correspond à de la consommation. Alors, là c'est complètement fouillé, il y a toutes les informations dessus, mais on remarque plusieurs choses. D'une part, effectivement, le revenu disponible, il est inchangé, et oui, puisque nous sommes dans un modèle d'offre, on n'a pas changé l'offre, donc YD reste inchangé. On a juste modifié tout ce qui est demande. Et donc, on voit que R étoile a augmenté. Puisque R étoile a augmenté, on rappelle que Y est fonction décroissante de que l'investissement est fonction décroissante de R étoile. Donc, l'investissement va baisser.
S va augmenter puisque S est fonction croissante du taux d'intérêt réel. Et petit c va baisser puisque petit c est fonction décroissante du taux d'intérêt réel. Donc on peut retrouver soit avec la forme des fonctions, soit graphiquement on peut retrouver les mêmes résultats. Et donc je vous invite à refaire ce type de graphique et à vous entraîner en voyant quand je change de telle façon ma demande, comment les variables réagissent. Donc ça c'était le premier cas d'éviction. Quand l'État décide de se financer sur le marché des fonds prêtables, il va entraîner un effet d'éviction, il va prendre la place entre guillemets de l'investissement. Et ça on peut l'expliquer de différentes manières. Par le simple fait qu'il y ait plus de demandes, ou par le fait que les gens préfèrent donner à l'État, bon ça c'est un autre débat. Mais voilà, il va y avoir un effet d'éviction, l'investissement va baisser, S va augmenter et C va baisser. Bon. Effectivement, C baisse, oui. Donc, maintenant voyons voir le deuxième cas. Donc là on a vu quand l'État se finançait via le marché. Maintenant, que se passe-t-il quand l'État décide de construire un pont, donc d'augmenter G, mais de financer cette augmentation par l'augmentation de taxes? Et oui, l'État a dit, bah je vais construire un pont, ok, mais vous allez payer, je vais vous taxer plus. Voilà. Donc au final, on a la variation du déficit public qui est nulle, qui est égale à 0, puisque G est financé par T. Et donc, voyons voir ce qui se passe graphiquement. Graphiquement, nous avons... J'avais oublié de mettre... Voilà. Donc, nous avons toujours notre offre de fonds prêtables, YD, S. Nous avons toujours notre demande de fonds prêtables. Voilà, donc ça c'est en période 0. Nous sommes à cet équilibre-là. Hop, voilà. On a S, S et I. On a la consommation de l'autre côté. Voilà. Et on a un taux d'intérêt réel. Bon. Maintenant, comme on l'a dit, l'État va financer son pont, la construction de son pont, en prélevant plus d'impôts. Si l'État augmentait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, YD va baisser, puisque YD est égal à Y moins T. D'accord? Donc, il va y avoir un déplacement de la courbe de l'offre vers la gauche. YD, il va y avoir une baisse de YD. Et maintenant, graphiquement, on va analyser ce qui se produit. Ce qui se produit, c'est l'offre a baissé alors que la demande est restée inchangée. Dans ce cas, les prix augmentent, donc R va augmenter. Et donc ensuite, si R augmente, on rappelle que l'investissement est fonction décroissante de R. Donc si R augmente, l'investissement va baisser. L'investissement, hop, baisse. Et là, l'épargne, I égale à S, et l'épargne baisse aussi. Et là, vous allez me dire, oui, mais t'as dit tout à l'heure, il y a 2 minutes, que S était fonction croissante de R, donc S devrait augmenter, donc c'est pas logique, donc tu dis n'importe quoi. Oui, mais non, parce que S dépend aussi de Y. Les fonctions croissantes de Y. Plus on a de richesse, plus on va pouvoir épargner. Et c'est pareil pour la consommation. Or, la YD baisse, et donc la hausse des prix ne suffit pas à compenser la baisse de Y pour que S reste inchangé. Et maintenant, entre les deux, là, nous avons la consommation. Et donc, encore une fois, c'est très fouillis, mais analysons calmement ce qui se passe. Nous avons le revenu disponible qui a baissé. Nous avons le taux d'intérêt qui a augmenté. Nous avons l'investissement qui a baissé. Nous avons l'épargne qui a baissé, alors qu'avant, l'épargne n'avait pas baissé. L'épargne avait même augmenté. Mais là, c'est parce que YD a baissé que l'épargne baisse. Et la consommation qui baisse également. Et la consommation, elle baisse parce que R augmente.
et parce que YD baisse. D'accord? Voilà. Et donc si jamais donc nous avons la variation de l'investissement sur une variation de R qui est inférieure à 0, variation de S sur une variation de R qui est supérieure à 0, la variation de C sur la variation de R qui est inférieure à 0, variation de S sur variation de Y qui est supérieure à 0, variation de C sur variation de Y qui est supérieure à 0. Donc ça, c'est ce qui justifie tout ce que je vous ai dit, et c'est ce qui justifie mathématiquement les résultats qu'on trouve graphiquement. Et donc on voit que l'État, peu importe qu'il décide de se financer sur le marché des fonds prêtables ou par les taxes, l'État va opérer un effet d'éviction. Il va faire baisser l'investissement, faire augmenter les prix, faire baisser la consommation et, dans certains cas, faire baisser le revenu disponible et donc l'épargne. Ou alors, dans l'autre cas, il peut augmenter l'épargne. Ça dépend. Et donc, petite remarque, on parle souvent d'effet d'éviction financière car les mécanismes concernent le marché des fonds prêtables. Donc on parle d'effet d'éviction financière. Et donc l'éviction, et là, l'éviction, on peut se dire, oui, mais nous sommes dans un modèle d'offre. Bah, du coup, il n'y a pas de variation de Y, il n'y a pas de variation de N, le chômage, tout ça, ça reste inchangé. Donc au final, est-ce que c'est grave? Est-ce que l'effet d'éviction est grave? Et effectivement, si on regarde comme ça, bah Y, N, le chômage, tout ça reste inchangé. Sauf dans le cas avec les taxes où YD change, mais la richesse Y n'a pas changé, c'est le revenu disponible qui aura changé. C'est différent. Y en lui-même n'aura pas changé parce qu'on n'aura pas touché au marché du travail. Sauf que ça a un impact. Et l'impact, c'est une baisse de vie. L'effet d'éviction entraîne une baisse de l'investissement. Or, une baisse de l'investissement, ça fait baisser la croissance à long terme parce qu'il y aura moins de capitaux à long terme. Donc à court terme, ça n'a pas d'impact sur Y, sur le chômage. Par contre, à long terme, oui. Pourquoi? Parce que si on investit moins, ça fait qu'on aura moins de nouvelles machines pour produire les années suivantes parce qu'on aura moins investi. Et donc, la croissance sera plus faible. Et donc, on aura une augmentation moins grande de Y, donc une baisse moins grande du chômage s'il y en a, etc., etc. Donc, à long terme, ça a des effets néfastes parce qu'il y a moins d'investissement. Voilà. Maintenant, il y a des critiques à cela. Il y a des critiques qui ont été formulées à propos de cet effet d'éviction, à propos de ces graphiques que je viens de vous faire. Il y a des critiques. Une première critique, c'est que déjà, c'est pas validé par les données empiriques. C'est-à-dire qu'il y a des tests qui ont été faits et qui ne valident pas ces effets. Alors, je ne connais pas ces études, mais empiriquement, ça n'a pas été vérifié. Et il y a également des critiques théoriques, et ça, c'est ce qui nous intéresse un peu plus. Quand je parlais, pardon, des critiques théoriques, je parlais à propos de cet encadré, de ces variations des fonctions d'investissement, d'épargne et de consommation. Donc, en pratique, ce n'est pas spécialement vérifié, ce n'est pas vraiment vérifié par des données empiriques. Et il y a autre chose il y a des critiques théoriques sur ces fonctions. Donc, ce qui va faire que le modèle précédent n'est plus complètement vérifié. Et il y a notamment une critique. J'ai dit juste avant que la variation de l'épargne sur la variation du revenu était supérieure à 0, c'est-à-dire que du taux d'intérêt réel. C'est-à-dire que quand le taux d'intérêt réel augmente, l'épargne va augmenter. Logique, puisque l'épargne va rapporter plus, donc vaut mieux plus épargner. Et ça, eh bien, des économistes vont dire oui, mais non, parce que c'est pas toujours vrai. Des fois, DS sur DR, ça peut être inférieur à 0. Et là, c'est bizarre parce qu'on se dit oui, mais pourquoi on épargnerait moins si ça vaut plus cher, enfin si ça nous rapporte plus d'épargner? Et bien en fait,
Dans le premier cas, on considère que voilà, les ménages n'ont pas de but d'épargne à atteindre, ils n'ont pas un certain objectif d'épargne. Mais si jamais, toi, en tant que ménage, tu veux avoir une épargne de, disons, 10 000 euros. Voilà, tu te dis, avec 10 000 euros, je peux prévoir quand même des trucs pas cool qui arrivent, je pourrais survivre un petit bout de temps tranquillement. Donc, je veux avoir une épargne de 10 000 euros. Exactement de 10 000 euros, pas plus, pas moins. Et donc, plus R va augmenter, moins tu vas avoir besoin d'épargner pour avoir ces 10 000 euros, parce que ton épargne va valoir plus au fur et à mesure que R augmente. Donc, tu auras besoin de moins épargner. Ce qui fait que dans le cas où les agents veulent avoir une épargne précise, eh bien DS sur DR va être inférieur à 0. Parce que chaque euro épargné vaudra plus. Donc il y aura besoin de mettre moins d'épargne pour arriver au même résultat. Et donc ces critiques, les critiques empiriques et ces critiques-là, notamment, vont faire que l'approche libérale, que l'approche classique, néoclassique, monétariste, vont devoir proposer des choses alternatives à ces fonctions de consommation et d'épargne. Et avec ces nouvelles spécifications, eh bien, il faut qu'elles soient compatibles avec l'effet d'éviction, parce que c'est ce qui est recherché par ces théories. Et donc de cela va naître notre deuxième partie, ça tombe bien, le revenu permanent. Qu'est-ce que le revenu permanent? Eh bien, on se rappelle que pour les classiques, dans la théorie classique, le choix entre consommer et épargner, c'est un choix entre consommation présente et consommation future. Ce que je ne consomme pas aujourd'hui, je le consommerai demain, et je pourrais peut-être même consommer plus, avec les taux d'intérêt. Donc, c'est sacrifier sa consommation présente ou non pour avoir une consommation future, supplémentaire ou non. Et donc, Friedman, en 1957, va insister sur les choix intertemporels de consommation, c'est-à-dire sur les possibilités d'épargner ou d'emprunter en fonction des revenus anticipés, c'est-à-dire en fonction de la contrainte budgétaire intertemporelle des ménages. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voyons voir avec un petit exemple tout simple. Imaginons un individu qui ne vit que deux périodes, la période 1 et la période 2. C'est triste pour lui, mais il ne vit que deux périodes, ça nous arrange. Imaginons que dans la première période, il ait un revenu de 100 et un revenu de 200 en deuxième période. Eh bien, il a le choix, dans sa consommation, entre, effectivement, il peut consommer 100 en première période et 200 en deuxième période, mais, vu qu'il sait ou qu'il estime qu'il va avoir au total un revenu total de 300 sur ces deux périodes, eh bien il peut dire, eh bien je vais consommer 150 en première période parce que j'en ai besoin, j'en ai besoin ou j'en ai envie, il y a des choses qui me font envie. Et puis, au lieu de consommer 200, donc au maximum, je consommerai que 150 en deuxième période. Et on voit bien que là encore, il arrive à 300 parce qu'il ne peut pas dépasser ce 300 qui est sa contrainte budgétaire intertemporelle. Il ne peut pas dépasser ces 300. Et donc en première période, dans ce cas, il aura emprunté 50. C'est 50 qu'il remboursera en deuxième période. On peut également imaginer qu'il décide de consommer uniquement 120 en première période, enfin uniquement. Il consomme 120, donc il va emprunter 20 euros. Et il ne consommera que 180 en deuxième période, car il devra rembourser 20 euros. Ou alors à l'inverse, il peut décider de consommer seulement 90 euros en première période, puis décider de consommer 210 en troisième période. Chaque résultat est évidemment égal à 300. On ne peut pas aller au-dessus de 300. On ne peut pas aller au-dessus du total de tous les revenus. Et donc, cela va nous amener à l'hypothèse du revenu permanent. Le revenu permanent, que l'on note Y indice P, vient du fait de la maximisation intertemporelle d'utilité et de l'accès au marché du crédit, blablabla, blablabla. Bon, ça c'est pas très intéressant. Imaginons que R égale 0 et que l'individu justement va anticiper que en première période son revenu sera égal à 100 et qu'en deuxième période son revenu sera égal à 200. Sa richesse totale, grand W, sera alors égale
à 300. Logique. Et son revenu permanent, YP, sera égal à 300 divisé par le nombre de périodes, soit 2. Donc 150. Et donc on va dire qu'à partir de cela, eh bien, la consommation dans une période T, donc la consommation dans une période donnée, dans une période T, va dépendre du revenu permanent, YP, est telle que cette consommation à la période T va être égale à un petit C tilde fois le revenu permanent. Et on a donc que la consommation en période 1 plus la consommation en période 2, c'est égal à C tilde YP. La consommation en période 1 est égale à la consommation en période 2, ce qui est égal à C tilde YP. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ménages vont raisonner sur le long terme par rapport à toute leur vie. Ils vont raisonner non pas en mode ok, j'ai gagné 1000 euros ce mois-ci, je peux dépenser 1000 euros. Et ensuite le mois prochain, il a ah, j'ai gagné 1500 euros, je peux dépenser 1500 euros ce mois-ci. Non, ils vont raisonner, ils vont se dire ok, donc là j'ai tel revenu, j'estime que le mois prochain j'aurai tel revenu, qu'ensuite j'aurai tel revenu. Et ça, ils font ça pour toute leur vie. Donc ils vont avoir une estimation du revenu, ce qui va leur donner un revenu total et un revenu permanent en divisant par le nombre de périodes. Et ils vont consommer par rapport, faire des décisions par rapport à ce revenu permanent. Ils ne réfléchissent plus au jour le jour, entre guillemets, mais ils réfléchissent par rapport à la globalité de leur vie. Et donc, on remarque que ça ressemble quand même vachement au truc des keynésiens, à la propension marginale à consommer fois Y. Et ben, c'est à peu près ça, c'est la propension du revenu permanent qu'ils vont consommer en chaque période. Quelque chose comme ça. Et donc, ce qu'on remarque, c'est que ici, la consommation ne dépend plus de R. Avant, la consommation était fonction décroissante de R, du taux d'intérêt réel. Maintenant, ce n'est plus le cas. La consommation ne va plus dépendre de R. Et donc ici, on peut comparer avec les keynésiens. Là où les classiques trouvent que la consommation 1 est égale à la consommation 2 et qui est égale à C tilde YP, pour les keynésiens, on va voir que la consommation à un instant T, ça va être égal à petit c fois y de cette période, fois le revenu de cette période T. Et donc ça va être égal par exemple à petit c y1 en consommation 1 et petit c y2 pour la consommation 2. Voilà. C'est ce qu'on trouve pour les keynésiens. Pour les keynésiens, les gens réfléchissent par rapport à ce qu'ils ont chaque mois ou chaque année, alors que là, dans la théorie classique, ce n'est plus le cas. Ils réfléchissent à long terme. J'espère que j'ai été assez clair sur cette partie et que vous avez bien compris. Et le plus important à retenir, déjà c'est ce petit encadré, un C tilde multiplié par le revenu permanent. Ensuite, il faut comprendre la façon dont on calcule ce revenu permanent. Donc c'est les revenus totaux de toute une vie divisé par le nombre de périodes de vie. Le nombre de périodes, voilà. Le revenu totaux divisé par le nombre de périodes. Et ça veut juste dire que les individus réfléchissent par rapport à tout ce qu'ils vont gagner dans leur vie. Et non plus par rapport au jour le jour. Et donc, il va y avoir un économiste, Ando Mondigliani, en 1964, qui a précisé ce comportement intertemporel de consommation. Et donc, c'est ce qu'on va appeler la théorie du cycle de vie. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'idée que les individus vont avoir tendance à emprunter durant leur jeunesse, puis à rembourser cet emprunt et à constituer une épargne durant la phase de maturité. Et enfin, ils vont avoir tendance à désépargner durant leur retraite. Et là, c'est plutôt logique. Effectivement, au début de notre vie, on va avoir des dépenses à faire, des dépenses d'études, notamment ceux qui prévoient d'aller en école de commerce
ou dans des écoles privées, bon bah, pour beaucoup, la case emprunt est nécessaire. Et pour certains, même la case logement, ça fait des emprunts. Donc on va avoir tendance à emprunter quand on est jeune. Ensuite, quand on va commencer à avoir un salaire, on va commencer à rembourser, mais il va également falloir trouver un autre logement, etc. Donc peut-être encore des dépenses d'emprunt parce qu'on n'a pas un revenu élevé. Puis au fur et à mesure que notre carrière avance, on va avoir un revenu qui normalement, si tout se passe bien, devrait augmenter parce qu'on devient plus compétent, parce qu'on a plus d'expérience. Et donc dans cette phase-là où on commence à être installé, à avoir notre revenu augmenter, on va rembourser nos emprunts et on va commencer à épargner, à constituer une épargne pour le futur et pour nos descendants. Et ensuite, une fois qu'on arrive à la retraite, et bien évidemment nos revenus en général baissent, parce que la retraite n'est pas équivalente au salaire. Et donc on va avoir tendance à désépargner un petit peu ce qu'on avait épargné plus tôt, pour pouvoir continuer à vivre convenablement. Et donc ça, c'est la théorie du cycle de vie. C'est fondé sur une hypothèse que les revenus croissent avec l'âge jusqu'à maturité, puis ensuite, durant la phase de retraite, vont commencer à décroître. Et donc, au final, on va avoir une contrainte intertemporelle telle que la somme des consommations, la somme, donc ce que l'on consomme au total dans notre vie, doit être nécessairement inférieure ou égale à la somme du revenu permanent. Donc on ne peut pas consommer plus que la somme des revenus permanents. Et donc cette somme des revenus permanents qui est égale à la somme de chaque revenu en période T. Donc en fait, qu'est-ce que ça nous dit là, cette égalité, inégalité un peu bizarre? Ça nous dit que on consomme sur toute notre vie, on consomme moins ou au maximum autant que la somme de tous nos revenus acquis dans la vie, dans notre vie. Donc, si sur toute ma vie j'ai eu 1 million d'euros de revenus, eh bien je ne peux consommer que moins d'un million ou 1 million maximum. Et donc on peut en déduire deux choses. Si la somme des consommations est égale à la somme du revenu permanent, eh bien les individus ne vont transmettre aucun héritage, puisque tous nos revenus auront été consommés. A l'inverse, si la somme des consommations est inférieure à la somme des revenus permanents, on n'aura pas tout consommé, on n'aura pas consommé tous nos revenus, et donc les individus vont transmettre un héritage à leurs descendants. Maintenant que nous avons vu ce qu'était le revenu permanent, voyons voir quel est l'effet de cette théorie sur les multiplicateurs d'impôts, C'est notre troisième partie. Donc, pour bien comprendre la différence, on va d'abord revoir l'exemple, parce que ça va être un exemple, avec Keynes. On va revoir l'exemple avec Keynes, avec ce que pense Keynes. Donc on va dire que petit c, la proportion marginale à consommer, est égale à 0,8. On va dire également que l'impôt est forfaitaire, que T est forfaitaire parce que ça nous arrange. Ça fait moins de calcul et plus simple. Voilà. Et donc, on va dire que la consommation à une période T, bien c'est égal à petit c fois le revenu disponible à cette période T. Donc c'est égal à petit c multiplié par le revenu de la période T moins les taxes de la période T. Et donc ça nous fait que lorsqu'on va regarder cette variation de consommation par rapport à une variation du revenu disponible, on va avoir une variation de petit c. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que si j'augmente mon revenu d'une certaine somme, eh bien ma consommation va varier de 0,8. Voilà. Donc, voilà, tout simplement, si j'augmente mon revenu de 100, je vais augmenter ma consommation de 80, si c'est égal 0,8. Voilà.
Maintenant, on va voir, hop, ça c'est un petit peu une parenthèse, hein. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le multiplicateur d'impôt. Donc le multiplicateur d'impôt, on va regarder une variation de y par rapport à une variation de t. Donc pour tout ce qui est calcul explication, vidéo précédente et vidéo de L1. Et donc on avait calculé que la variation de y lorsque t varie, lorsque l'impôt varie, eh bien ça correspond à moins c sur 1 moins c. Et que c'est nécessairement inférieur à moins 1. Et donc imaginons que l'État décide de baisser les impôts de 100. Donc il baisse les impôts de 100 parce que il baisse les impôts de 100. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien calculons. Donc regardons la variation de y lorsque l'on va faire varier cet impôt. Eh bien on remplace donc par moins 0,8. 1 moins 0,8. Ça nous donne moins 4. Donc on sait que y va augmenter, va varier de moins 4 lorsqu'on va augmenter dt de 1. C'est ça que ça nous dit. Lorsque dt va baisser pardon, de 1. Non, lorsque dt va augmenter de 1, lorsque t va augmenter de 1, y va baisser de 4, et lorsque t va baisser de 1, y va augmenter de 4. Ok. Donc comment avoir la variation finale de y? On va tout simplement multiplier 4 par la variation des taxes, donc moins 4 fois 100, c'est égal à moins 4 fois moins 100, c'est égal à 400. Et donc, pour les keynésiens, avec ce multiplicateur, quand l'État va baisser les taxes de 100, il va en résulter une augmentation de la richesse de 400. Pourquoi? Parce qu'on va baisser les taxes, donc on va augmenter le revenu disponible. Si on augmente le revenu disponible, eh bien on augmente la consommation, parce que les gens ont plus de revenus, donc ils peuvent consommer plus. Donc, s'ils consomment plus, eh bien il y aura une augmentation encore de la richesse du pays. S'il y a plus de richesse, les gens peuvent consommer plus. Or, s'ils consomment plus, il y a une augmentation de richesse, etc., etc. Ça continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent à dépenser. Voilà. Donc, il va y avoir une première critique monétariste qui va montrer qu'il y a une influence limitée d'une hausse du revenu disponible sur le revenu permanent et donc sur la consommation en période T. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, voyons voir ça. Donc là, on va repasser pour les classiques. Donc posons l'hypothèse que C tilde est égal à 0,8, qu'on va prendre 10 périodes, on va dire qu'il va exister 10 périodes, que en période 1, il va y avoir une variation d'impôt qui est égale à moins 100, donc l'État en période 1 va baisser l'impôt de 100. Et donc cette variation d'impôt de 100 va entraîner une variation de YD en période 1 de 100. Enfin, logique, si on baisse YD qui est égal à Y moins T, si on baisse T de 100, YD va augmenter de 100. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la variation de T en période 1 est égale à moins 100. Okay. Donc, la variation, on vient de le dire, de YD1 est égale à 100. Mais la variation du revenu permanent va être égale à 100 divisé par le nombre de périodes. C'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Pour calculer le revenu permanent, on prend la somme des revenus et on divise par le nombre de périodes. Donc là, on a une augmentation de 100 et on va voir quelle augmentation cela fait sur le revenu permanent. Eh bien, 100 divisé par 10, ça fait 10. Or, C tilde égale 0,8, donc on va consommer 80% de ce revenu permanent. Et donc, il va en résulter une variation de la consommation qui est égale à 8 dans la période 1. Et donc, on voit que l'augmentation du revenu disponible dans une période, eh bien, ça va être absorbé dans le revenu permanent, dans YP.
Parce que les gens, comme on le dit, raisonnent avec leur somme des revenus sur toute leur vie. Et donc là, avec cette augmentation de 100, le revenu permanent ne va augmenter que de 10. Et donc, en période 1, il va y avoir une augmentation de la consommation que de 8. Ce qui est quand même très décevant comparé au multiplicateur keynésien. Donc il y a un effet limité sur les multiplicateurs. Voilà, les multiplicateurs sont beaucoup moins efficaces, selon les classiques, que ce que disent les keynésiens. Donc ça, c'était la première critique des monétaristes. Les monétaristes, voilà, justement, qui disent, ben, c'est pas aussi efficace que vous le dites, c'est même beaucoup moins efficace. Et donc la deuxième critique monétariste, c'est que l'augmentation du revenu disponible en période T n'a pas toujours un effet sur l'augmentation, sur le revenu permanent. Parce que ils vont dire que certaines hausses du revenu disponible ne sont que transitoires. Pourquoi est-ce que ces hausses seraient transitoires? Eh bien, imaginons une baisse de T en période 1 qui est égale à moins 100. Ce qui fait que le revenu disponible, effectivement, en période 1, va augmenter de 100. Sauf que si T baisse, bien G moins T, ça va augmenter. Si T baisse, il y a moins de recettes de l'État, donc le déficit va se creuser. Or, si le déficit se creuse, il va bien falloir le rembourser. Et donc les ménages vont anticiper une hausse des impôts futurs pour rembourser l'emprunt. Parce que l'État devra respecter sa propre contrainte intertemporelle de l'État qui est que la somme de ses dépenses doit être inférieure ou égale à la somme de ses recettes. Et donc là en fait les individus vont se dire ok là j'ai plus de revenus mais tu vas pas me la mettre à l'envers, je sais que plus tard tu vas vouloir récupérer ces revenus, il va falloir que tu rembourses ce déficit. Donc je vais pas consommer parce que sinon ça va être galère de te rembourser, donc je vais juste épargner. Au final, la richesse va rester inchangée puisque ils ont certes plus 100 maintenant, mais plus tard ils auront moins 100. Donc au final, la variation de DW, donc la variation de leur salaire, de leurs revenus totaux, reste inchangée. Donc, si W reste inchangé, eh bien le revenu permanent qui dépend effectivement de ce W, puisque c'est égal à W sur le nombre de périodes N, si W ne change pas et que N ne change pas, YP ne va pas changer. Et donc les ménages vont épargner la totalité de ce supplément de revenus. Et donc il va y avoir une augmentation de l'épargne en période 1 et la consommation de la période 1, de la période 2, etc. va rester inchangée. De même que Y qui va rester inchangé. Et donc en conclusion, puisque le supplément de revenus disponible courant est considéré comme transitoire, il est totalement épargné. Les individus se disent non, je vais pas consommer plus puisque je sais que tu vas me le reprendre, donc mon revenu permanent n'augmente pas, donc je n'ai pas de raison de consommer plus. Puisque ma consommation dépend de mon revenu permanent, c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que les ménages dans cette théorie ne vont consommer que par rapport à leur revenu permanent. Si celui-ci n'augmente pas, ils ne vont pas consommer plus. Donc les ménages vont juste épargner. Et donc si les ménages ne font qu'épargner, ne consomment pas, eh bien le multiplicateur d'impôt vaudra 0. Donc il n'y aura aucun effet sur Y. Voilà. Donc on avait vu une première critique qui disait ok ça pourquoi pas, votre multiplicateur d'impôt pourquoi pas, mais avec le revenu permanent c'est beaucoup moins efficace que ce que vous dites. Hein, ça a augmenté de 8, là c'était pas fou. Vous aviez dit que ça allait augmenter de 400. Bah non, c'est de 8 points. Parce que revenu permanent. Et là, la deuxième critique, elle va dire ah oui, mais si en même temps, ça peut aussi n'avoir clairement aucun effet, puisque
bah, il va bien falloir rembourser, voilà, cette baisse de taxes en période 1, il va bien falloir la rembourser un jour. Donc le revenu permanent n'augmente pas. Donc il n'y a même pas d'effet multiplicateur au final. Voilà. Donc baisser les taxes, ça ne sert à rien pour eux. Et donc, à ces critiques, il va y avoir une réponse qui va être apportée par Barrow en 1974, qui va reformuler une intuition de Ricardo. Barrow va conserver l'hypothèse du revenu permanent, mais va y ajouter une hypothèse d'altruisme intergénérationnel. C'est-à-dire que si la génération courante transmet une dette publique à ses héritiers, elle va également lui transmettre l'épargne qui permet d'y faire face. C'est-à-dire que si nous, notre génération, nous laissons une dette publique, je ne sais pas, de 100 milliards, eh bien on va également fournir à nos descendants une épargne de 100 milliards afin de rembourser cette dette publique. C'est plus ou moins ça ce qu'il dit. Et donc, pour Barrow, en fait, les individus dont l'horizon de vie est fini vont raisonner comme si leur horizon était infini, via leurs héritiers, c'est-à-dire qu'ils vont penser encore à plus long terme. Et donc, s'ils pensent à plus long terme, eh bien, une baisse de T, ça n'a plus aucun effet ni sur Y, ni sur YP, plus d'effet sur le revenu permanent, et donc plus d'effet sur C et sur S. Là, il n'y a même plus de à savoir ou pas, est-ce que ça va être... comment est-ce qu'on rembourse? Est-ce qu'on rembourse par l'impôt? Est-ce qu'on rembourse par l'emprunt? Non. Là, ça n'a plus du tout d'effet parce que les individus vont se dire ah oui, mais là, il y a une dette. Ah, mais donc du coup, il faut que j'épargne pour laisser de l'épargne à mes descendants pour qu'ils remboursent la dette. Et donc cette hypothèse d'altruisme intergénérationnel va faire que peu importe comment on va financer cette dette, que ce soit par l'emprunt ou par la baisse de l'impôt, ou par l'augmentation de l'impôt, pardon, eh bien le multiplicateur d'impôt vaudra dans tous les cas 0. C'est ce qu'on appelle le théorème d'équivalence ricardienne, qui stipule que c'est la même chose de financer la dépense publique par l'impôt ou par l'emprunt, et donc il n'y a aucun effet bénéfique à attendre du creusement du déficit public. Ouais, ça et cette réponse apportée par Barrow avec l'hypothèse d'altruisme intergénérationnel peut être confusante avec la critique qu'on vient de voir juste avant. Mais en fait, la critique que l'on vient de voir juste avant nous dit que les individus, il peut ne pas exister de multiplicateur d'impôt si jamais cette, euh, cette baisse des taxes sera compensée plus tard par une hausse des taxes. Mais ça ne dit pas que si on augmente, si on va se financer par l'emprunt, si on va financer le déficit public par l'emprunt, ils disent que ok, ça peut peut-être y avoir un effet multiplicateur. Voilà. Mais Barrow va dire non, il n'y a pas de peut-être, il n'y a pas de question à avoir sur comment est-ce qu'on finance. Parce que dans tous les cas, il va en résulter une dette. Et cette dette, les gens vont la prendre en compte, même par rapport à leurs héritiers, puisqu'ils raisonnent à l'infini, entre guillemets. Donc peu importe, et c'est ça le théorème d'équivalence ricardienne, très important, peu importe les moyens de financement, emprunt ou impôt, eh bien, il n'y a rien de bon à attendre du déficit public. Parce que ça n'aura pas d'effet. Puisque les gens vont juste tout simplement épargner leurs ressources supplémentaires pour faire face à la dette qui est contractée. Et donc, au regard du revenu permanent et de l'équivalence ricardienne, voyons voir le multiplicateur des dépenses publiques. Pour cela encore, on va repartir de Keynes, avec toujours petit c qui est égal à 0,8, et on va supposer une variation de G qui est égale à 100. Donc nous avons dy sur dg qui est égal à 1 sur 1 moins c, on l'avait calculé encore une fois dans la vidéo précédente.
ce qui va nous donner 1 sur 1 moins 0,8, ce qui est égal à 5. On multiplie par la variation de g, et on obtient 5 fois 100, on obtient 500. On obtient que y va varier de 500 quand on va varier g de 100. Pourquoi? Eh bien parce qu'en augmentant g, eh bien on va augmenter d'abord un effet direct sur y. Si je construis un pont, je vais donner de l'argent directement à l'entreprise, donc augmentation du revenu. Cette augmentation du revenu entraîne une augmentation de la consommation, qui entraîne elle-même une augmentation du revenu, qui entraîne une augmentation de la consommation, etc., etc., jusqu'à 0. Et donc on va voir ici, encore une fois, qu'il y a une critique monétariste. Eh bien, c'est que, encore une fois, l'augmentation pour les monétaristes du revenu disponible dans cette période T va être considérée, encore une fois, comme transitoire, à cause du théorème d'équivalence ricardienne. Et donc, il n'y aura pas d'effet sur le revenu permanent. Et donc, la consommation en T va rester inchangée. Et donc, ici, la hausse de G va entraîner une hausse de Y. Et donc, certes une hausse du revenu disponible, mais aussi une hausse du déficit public. Et donc, les ménages vont anticiper une augmentation des impôts futurs pour rembourser l'emprunt. Et donc, s'ils anticipent une hausse des impôts futurs, leur richesse totale va rester inchangée. J'ai gagné 100 € aujourd'hui, mais demain je serai taxé de 100 € en plus. Bon ben, ma richesse totale sur toute ma vie, elle reste inchangée. Si cette richesse reste inchangée, le revenu permanent reste inchangé. Donc il n'y a pas d'effet. Et donc la hausse de Y va se limiter à l'effet direct résultant de celle de G. C'est-à-dire que il va y avoir un certain effet sur Y, mais la variation de Y ne va être égale qu'à la variation de G. Pourquoi? Parce que, effectivement, l'État, quand il va commander un pont, il va donner l'argent à l'entreprise, Y augmente. Mais à partir de là, c'est tout. Il n'y aura pas d'autre augmentation, puisque même si ces 100 € donnés à l'entreprise seront reversés aux ménages, les ménages vont s'attendre à une augmentation future des impôts, donc leur revenu permanent n'augmentera pas, et vu que leur consommation se fait en fonction du revenu permanent, ils ne consommeront pas plus. Voilà pourquoi. Et donc le multiplicateur des dépenses publiques, ici, vaut 1. Donc il y a un effet, mais encore une fois, il est minime. Et c'est le même effet, c'est la même puissance entre guillemets d'effet, que lorsque les keynésiens disent qu'il y a un déficit équilibré, un budget équilibré. Le multiplicateur de budget équilibré pour les keynésiens est égal à 1. Et bien pour les monétaristes, le multiplicateur des dépenses publiques est égal à 1 à cause de cette équivalence ricardienne et du revenu permanent. Et donc, je le répète encore une fois, mais c'est très important, peut-être un des points les plus importants de ce cours, de cette vidéo. Pour le théorème d'équivalence ricardienne, c'est pareil de financer la dépense publique par l'impôt ou par l'emprunt. Il n'y a pas d'effet bénéfique à attendre du creusement du déficit public. Il ne faut pas creuser le déficit public, ça n'amènera à rien de bon. Ça peut amener des choses mauvaises, peut-être, peut-être pas, là telle n'est pas la question, mais en tout cas, il n'y a rien de bon à en attendre, ça c'est sûr. Et donc si on fait un récapitulatif de ce qu'on a vu, pour Keynes, si on augmente G avec T stable, avec T inchangé, si on augmente que G, eh bien dy sur dg, donc la variation de y en fonction de la variation de g, est égale à 1 sur 1 moins c qui est supérieur à 1. Si on laisse g inchangé et que l'on baisse les taxes, la variation de y par rapport à la variation de t va être égale à moins c sur 1 moins c, qui est forcément inférieur à moins 1. Donc si je baisse les taxes, je vais augmenter mon revenu d'au moins, je vais augmenter mon revenu d'un certain nombre. Et ce que je disais juste avant,
Si on augmente G et qu'on augmente en même temps T pour financer G, eh bien dy sur dg, c'est égal à 1. Il n'y aura que l'effet initial qui sera pris en compte. Et maintenant, pour l'équivalence ricardienne, pour les classiques du coup, ricardienne, on a qu'une augmentation de G. Eh bien, si on augmente G, la variation de Y par rapport à G, ça sera égal à 1. Voilà. Et peu importe le mode de financement, que l'on finance par l'emprunt ou par l'impôt, si on augmente G, il va résulter une variation du revenu uniquement égale à cette variation de G. En revanche, pour eux, le fait de baisser T, eh bien, ça n'a strictement aucun impact sur Y. Parce que les gens vont se dire que de toute façon, il y a une dette et que de toute façon, il va falloir la rembourser. Donc le revenu permanent ne va pas augmenter. Donc ils ne vont pas consommer plus. Voilà pourquoi. Et là, il y a un problème. Certains d'entre vous l'auront peut-être remarqué, peut-être pas, ce qui est quand même assez normal de ne pas le remarquer. Mais il y a un problème, c'est qu'on ne retrouve pas l'éviction financière. Puisque le taux d'intérêt n'augmente pas, que C plus et donc C plus I ne baisse pas. Il n'y a plus cet effet d'éviction financière. Or, je vous ai dit au tout début de cette vidéo que on arrivait toujours à ce résultat d'éviction financière. Donc là, il y a un problème. Soit je vous ai menti avant, soit je vous dis n'importe quoi maintenant, soit l'éviction financière va changer à cause de la théorie de l'équivalence ricardienne. C'est la troisième réponse qui va être choisie. Pour générer l'effet d'éviction, les auteurs sont obligés d'adopter une autre hypothèse. Ils vont dire, ces auteurs, que le fait d'augmenter les dépenses publiques va se substituer à des dépenses publiques. C'est-à-dire, par exemple, que l'État va subventionner les transports, va donner des aides pour les transports, va des subventions aux entreprises de transport, et normalement, ça devrait être les individus qui devraient se subventionner eux-mêmes. Voilà, les entreprises qui devraient faire sans ces aides, et les agents pareil. Et donc, qu'est-ce que ça entraîne? Si l'État se substitue aux dépenses des particuliers, ça entraîne une baisse de la consommation. Et oui, si l'État vous paye la moitié de votre carte de transport, je dis n'importe quoi, de votre carte de transport, eh bien ça fait que vous consommez moins sur votre carte de transport. Vous avez moins consommé. Donc il y a une baisse de C. Il y a une baisse de C quand l'État se substitue aux dépenses des ménages. Et quand l'État va se substituer aux dépenses des entreprises en leur donnant des aides, par exemple, ou en rénovant des routes ou des infrastructures que les entreprises devraient rénover s'il n'y avait pas eu d'intervention de l'État, et ben ça a entraîné une baisse de l'investissement. Voilà. Si l'entreprise pour bien fonctionner sans l'État devait réparer une route, si c'est l'État qui le fait, et ben il va y avoir une baisse de l'investissement. Et donc ici on parle d'un effet d'éviction direct. Voilà. Donc on retrouve effectivement l'effet d'éviction, on retrouve une baisse de consommation et une baisse de I, mais ça ne passe plus par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt n'a plus rien à faire là-dedans. C'est juste que l'État va se substituer directement aux dépenses des ménages et ne va plus s'ajouter comme on avait avant dans les graphiques au tout début de vidéo. Là, il va se substituer aux dépenses des ménages ou aux dépenses d'investissement des entreprises. Et donc, il y a des débats entre les auteurs néoclassiques et que les travaux empiriques n'arrivent pas à trancher. Donc, on n'arrive pas à trouver de solution empirique sur qui a raison. On remarque simplement que les fonctions classiques de consommation qui dépendent de Y et de R, et d'épargne qui dépendent de Y et de R, eh bien elles sont fragiles. Ces fonctions sont fragiles. Voilà. Dans les théories, elles sont fragiles. L'hypothèse de revenu permanent est mieux fondée en théorie que ces hypothèses, mais elle reste également fragile parce qu'elle repose sur des hypothèses fortes. Voilà, comme quoi on réfléchit, on estime chaque revenu plus ou moins justement, puis ensuite on va calculer par rapport à notre nombre de périodes de vie. Qu'est-ce que c'est qu'une période de vie?
C'est par mois, par année, par décennie? Bon, voilà, c'est un peu flou. Et ça reste des hypothèses très fortes, on réfléchit uniquement par rapport à ça. Mais, et également, ça dit aussi que par exemple, si quelqu'un voit son salaire augmenter de 1000 euros à 2000 euros, il ne va pas spécialement consommer plus, il anticipe une baisse plus tard dans le futur de 1000 euros. Non, il va probablement consommer plus, etc. Bon, voilà. Revenu permanent, fragile parce que ça repose sur des hypothèses fortes. Effectivement, certaines études montrent un effet d'éviction, et celui-ci ne passe pas forcément par une hausse de R, donc c'est empiriquement tout ça c'est un peu fouillis, même théoriquement il y a des fragilités, mais ça c'est pas notre boulot, ça c'est le boulot des économistes, nous notre boulot d'étudiants c'est de connaître ça, voilà, et de savoir le restituer. Et donc c'est la fin pour cette vidéo qui présente les approches classiques et néoclassiques des politiques budgétaires. Donc nous aurons vu euh, l'effet d'éviction classique. Nous aurons ensuite vu l'hypothèse du revenu permanent, ce que cela entraîne sur les multiplicateurs, comme quoi ils sont moins efficaces, ou alors que si jamais on s'attend à une hausse de l'impôt, eh bien ça n'aura pas d'effet du tout. Puis ensuite le théorème de l'équivalence ricardienne qui va dire que dans tous les cas, peu importe le mode de financement, il n'y a rien de bon à attendre d'une hausse du déficit public. Et ensuite, on aura vu le nouvel effet d'éviction posé suite à l'effet de l'hypothèse du revenu permanent. Et bien c'est tout. Et j'espère que vous avez tout compris. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi. J'essaierai de répondre aux questions si possible. Ou de refaire si ça n'a vraiment pas été clair. Et je vous souhaite bon courage dans vos révisions.